Une participation, celle du président de la République à l'investiture du nouveau président du Niger. C'était ce matin à Niamey. Une rencontre, celle entre le président de la République et son collègue sénégalais. C'était à marge de cette cérémonie d'investiture toujours à Niamey. Une signature, celle d'un accord tripartite, ministère de l'Éducation nationale, CSA, TASOR, ceci dans le cadre de l'amélioration de la nutrition scolaire. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 2 avril 2021. Dans 22 heures que nous commençons par une page diplomatique avec donc le voyage du président de la République à Niamey, la capitale du Niger. Il a participé là-bas aujourd'hui à l'investiture du tout nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum. C'était aussi en présence d'autres chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Cérémonie donc dans un palais Mahatma Gandhi, dans la capitale nigérienne. Cérémonie en présence de plusieurs autres représentants des pays et d'organisations internationales. La lutte contre le terrorisme et la justice sociale, deux thèmes prioritaires du nouveau président nigérien. Il l'a dit dans son discours d'investiture. Compte rendu sur cette cérémonie, comment elle s'est déroulée, avec le compte-rendu de notre envoyé spécial Mohamed Taqiyullah Al-Edem. Compte-rendu revient en français par Bokar Bayleba. C'est le Centre international Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre de la cérémonie solennelle d'investiture du nouveau président de la République élu du Niger, Mohamed Bazoum. Et c'était en présence du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. De nombreux dirigeants de pays frères et amis, de représentants des partenaires techniques et financiers et de ceux des agences onusiennes spécialisées ainsi que de plusieurs invités ont également assisté à cette cérémonie. Mohamed Bazoum a accédé à la magistrature suprême de son pays après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle du 21 février avec plus de 55%. En prenant acte de son serment, la Cour constitutionnelle a installé Mohamed Bazoum dans ses nouvelles fonctions conformément aux dispositions de la Constitution nigérienne. Peu après, le nouveau président de la République du Niger a prononcé un discours d'investiture dans lequel il a décliné les grandes lignes de sa gouvernance. Les défis, c'est quasiment les mêmes défis en Afrique, la sécurité et le développement. Il s'attachera aussi à réconcilier les Nigériens pour faire avancer le pays vers un développement durable. Ensuite, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani et la première dame ont félicité le nouveau président pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Niger. En somme, c'est un événement historique que les Nigériens ont vécu ce vendredi. Pour la première fois, un président démocratiquement élu succède à un autre élu au terme de ses mandats constitutionnels. En d'autres termes, le passage de relais entre Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum est le premier entre deux présidents démocratiquement élus dans ce pays sahélien. Et ceci depuis l'indépendance donc du Niger il y a 60 ans. C'était donc la cérémonie officielle d'investiture du tout nouveau président du Niger à Niamey et c'était en présence du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Et en marge de cette cérémonie d'investiture, il y a eu des rencontres en aparté. Parmi ces rencontres, celle qui a réuni donc le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, et son collègue sénégalais, M. Macky Sall. L'occasion pour les deux hommes de parler des excellentes relations entre les deux pays frères, mais aussi de discuter des questions d'intérêt commun. Ça, c'était donc en marge de l'investiture du nouveau président nigérien. Voilà donc pour cette page diplomatique et les activités du président de la République. Parlons à présent des activités des ministres. 4 sont dans ce journal, 2 à Nouakchott, 1 à Nouadhibou, l'autre à Digeni au Hod-e-Charqi. Nous allons commencer par donc
ceux qui sont à Nouakchott, notamment le ministre de l'Éducation nationale. Et là, nous parlons du pédagogique avec la signature de cet accord tripartite entre le ministère de l'Éducation nationale, le CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire, et TASOR, l'agence nationale TASOR. Un accord tripartite signé aujourd'hui à Nouakchott, et il va dans le cadre donc de l'amélioration de la nutrition scolaire. Compte rendu sur cette cérémonie et sur l'objectif justement de cet accord signé à Troyes avec Médika Naqli. Promotion de l'alimentation scolaire, la lutte contre la déperdition scolaire et le renforcement de l'enseignement dans les zones défavorisées au travers des cantines scolaires sont au cœur de ce protocole d'accord tripartite. Ceci entre dans le cadre d'une approche gouvernementale où divers secteurs étatiques joignent leurs efforts et moyens. Le but visé étant la mise en place d'un espace éducatif complémentaire disponibilisant aux élèves les conditions nécessaires à un enseignement de qualité. C'est une cérémonie qui se situe dans la suite de l'activité que nous avons fait à Boustayla al-Haws Sharqi pour le lancement du programme national. Nous sommes en train de signer entre le ministère, le commissariat et la délégation générale un protocole d'accord qui détermine les règles de partenariat entre les trois institutions dans un programme pérenne et durable pour le développement de l'alimentation scolaire. Donc c'est un cadre général qui se veut pérenne. La deuxième chose, c'est la signature d'une convention du programme d'exécution pour l'année 2021. Nous avions à Boustayla annoncé un chiffre de bénéficiaires qui s'élevait à 147 000 bénéficiaires. Et surtout un travail sur la rationalisation d'utilisation des ressources qui sont disponibles auprès des trois partenaires de la composante nationale. Le nombre de bénéficiaires du programme pour cette année sur la composante nationale va s'élever à près de 60 000 bénéficiaires, ce qui porte le nombre du programme national et partenaires à un peu plus de 175 000 bénéficiaires pour cette année. Le commissariat à la sécurité alimentaire prendra en charge l'acquisition, le transport et le stockage des produits alimentaires et leur acheminement aux écoles fondamentales et les établissements secondaires sur l'ensemble du territoire national, tout en développant des mécanismes efficaces afin de garantir un approvisionnement régulier. Le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Habibi Oulham, souligne que ce projet ambitieux permettra de renforcer la sécurité alimentaire, de lutter contre la déperdition scolaire et de favoriser l'enseignement, particulièrement au sein des franges vulnérables de la population, et ce par la prise en charge des enfants au plan alimentaire au niveau de tous les établissements éducatifs. Ceci permettra également aux enfants d'acquérir un niveau de connaissance leur permettant de mettre fin au joug de la pauvreté dans les milieux pauvres et ignorants. C'est dans ce cadre que le commissariat à la sécurité alimentaire s'engage à mettre son expérience dans le domaine de l'alimentation communautaire et à mobiliser ses capacités logistiques afin d'assurer la réussite de ce programme multisectoriel. Plus de 57 000 élèves bénéficieront de l'alimentation scolaire au cours de l'année 2021, dans 153 cantines scolaires sur l'ensemble du territoire national pour une enveloppe financière de plus de 253 millions d'ouguiyas de la nouvelle monnaie. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Mahmoud El-Bouassiriya, a quant à lui souligné que cette politique va permettre de contribuer à assurer à la nation les produits nécessaires à la lutte contre la malnutrition sévère qui atteint tous les ans plus de 30 000 enfants mauritaniens de moins de 5 ans. Cela permettra également d'inclure une clause constante dans le budget de la Délégation générale à la solidarité nationale afin de financer le programme de l'alimentation scolaire dont la signature de cet accord constitue la première concrétisation. D'autre part, ajoute-t-il, cela permettra l'accès des familles pauvres et défavorisées sur l'ensemble du territoire national aux produits alimentaires de base à travers la redynamisation et l'amélioration des prestations du programme ML, en plus du lancement de programmes dans les zones rurales, de mise en place de réseaux de magasins de la sécurité alimentaire rurale et de banques de céréales. Ce protocole d'accord tripartite permettra d'assurer et de renforcer l'alimentation scolaire au niveau des établissements scolaires dans les zones défavorisées du territoire national grâce à cette conjugaison d'efforts multisectoriels. L'amélioration donc de l'alimentation scolaire au centre de cet accord tripartite signé entre le ministère de l'Éducation nationale, le CSA et TASOR, c'était aujourd'hui à Nouakchott. La situation de la main-d'œuvre, elle était au centre de la visite d'information qu'effectue actuellement le ministre de la fonction publique,
du travail et de la modernisation de l'administration, visite d'information donc à Nouadhibou, marquée aujourd'hui par des visites dans plusieurs entreprises, dont notamment la SNIM. Sur les activités du ministre et ses différentes visites, un reportage de notre correspondant permanent Alvarez Cheibani, un reportage revu en français par Abdelrahman Hamad. La Société nationale industrielle et minière, SNIM, premier employeur après l'État et meilleur producteur national de minerais de fer exportés à l'extérieur, avec une capacité de 12 000 tonnes par an, a été l'objet de cette visite d'information du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration. Première étape de cette visite était le chantier de réparation des moteurs, des wagons, des locomotives et des pièces détachées du train minier qui comporte plus de 150 wagons avec une capacité de 10 000 tonnes par un seul voyage. Le ministre Kamara Saloum Mohamed et ses collaborateurs ont été conduits par l'administrateur directeur général de la SNIM, Mohamed Valoul Telmidi, pour constater sur place le système de transport, de déchargement et d'expédition des minerais de fer exportés vers les marchés mondiaux. Au niveau du port minier, le ministre s'est inquiet de l'opération de chargement d'un bateau d'une capacité de plus de 170 000 tonnes. Kamara Saloum Mohamed a par la suite tenu une réunion avec l'administrateur directeur général de la SNIM et ses collaborateurs. Au cours de cette réunion, le ministre a expliqué les objectifs de cette visite, notamment la nécessité d'améliorer les conditions des travailleurs et d'appliquer la réglementation en vigueur dans ce domaine. À son tour, l'administrateur directeur général de la SNIM a passé en revue les efforts menés par la SNIM pour promouvoir les conditions des travailleurs. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration avait auparavant visité des sociétés et des usines travaillant dans le secteur des pêches. Dans chaque étape de cette visite, Kamara Saloum Mohamed a tenu des réunions avec ses opérateurs économiques, avec les directeurs et responsables, pour les exhorter à appliquer les lois du travail et à donner aux travailleurs leurs droits complets. Voilà, la visite d'information donc entreprend actuellement le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration dans notre capitale économique, marquée aujourd'hui par des visites des entreprises en vue de s'informer sur la situation de la main-d'œuvre dans ces différentes entreprises. Autre membre du gouvernement qui est actuellement en déplacement à l'intérieur du pays, mais cette fois à l'est, notamment au Hod Charqi et précisément à Djigeni. Il s'agit du ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie. L'occasion pour lui, donc, se trouve dans cette ville de Djigeni, l'occasion pour le ministre de visiter les chantiers de la seconde phase du projet Al-Zahar. C'est un reportage de notre correspondant Mohamed Amar Belloul, reportage revu en français par Abdullah Demeba. Ahmed Ould Ahmed, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a en premier lieu visité le chantier de Tekeine, situé à 35 km au sud de Timbedra. Cette deuxième phase du réseau d'adduction d'eau du projet Har va alimenter les villes d'Ayoun et de Djigeni ainsi que les villages situés le long des conduites d'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a affirmé que les travaux connaissent des avancées notoires, particulièrement le principal château d'eau de Djigeni de 500 m3, dont les tâches essentielles ont été effectuées. Il espère qu'il sera opérationnel les mois à venir. Il a enfin déclaré que le réseau qui alimentera la ville d'Ayoun à partir de Timbedra connaît une avancée significative et sera opérationnel dans quelques mois. À Djigeni, Ahmed Ould Ahmed s'est enquis de la station de pompage de 1000 m3 jour. Il a par ailleurs visité la station d'approvisionnement en eau d'Ouainad Zibel, Mohamed Ould Hannana, coordinateur des projets Har d'approvisionnement en eau potable à partir Mohamed Ould Hannana, coordinateur du projet Har d'approvisionnement en eau potable, a précisé que les travaux évoluent au niveau de ce site. Il a révélé qu'ils prendront fin avant la fin de cette année, permettant ainsi à ces localités de disposer du liquide précieux. Liquide précieux dans le cadre donc du projet de Zahar. Ce projet dont des chantiers se trouvent actuellement à Djigeni qui ont été visités donc aujourd'hui par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il s'agit de la seconde phase de ce projet. Le quatrième membre du gouvernement dont on va parler dans ce journal, il s'agit de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Elle a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de sensibilisation
sur l'autisme, une célébration, une journée placée sous le haut patronage de la Première Dame. Compte rendu, El Haj Abdallah Din. La célébration de la Journée internationale de l'autisme vise à travers un certain nombre d'activités à sensibiliser la société sur les risques de cette maladie et à conscientiser les familles ayant un enfant autiste sur la possibilité de le soigner. Le lancement des festivités commémoratives de la journée s'est déroulé dans le centre Cheikh Zayed pour les enfants autistes sous le haut patronage de la Première Dame, Madame Mariam Dah. En supervisant ces activités, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Nahm Taharoun Wilcher-Sidia, a écouté des explications détaillées fournies par des responsables du centre. Elle a également suivi divers exposés sur les services fournis par le centre aux enfants autistes. Les exposés présentés traitaient des causes de cette maladie, de ses symptômes, de son traitement, ainsi que des voies et des moyens d'insérer l'enfant autiste dans la société. À cette occasion, le directeur du Centre de la formation et de la promotion sociale des enfants handicapés, M. Abdallah Diakité, a indiqué que la réhabilitation des enfants autistes nécessite un énorme effort qui requiert la coopération des acteurs tels que la famille et les associations opérant dans ce domaine. Il a souligné que l'autisme est considéré comme un handicap qui apparaît le plus souvent lorsque les enfants sont en bas âge. À son tour, le président du centre Cheikh Zayed pour les enfants autistes, M. Fadl Abdrabou, a précisé que la célébration de cette journée a pour but de faire mieux connaître cette catégorie sociale. La journée vise également, ajoute le président du centre, à se focaliser sur leurs droits, leurs soins et les soutenir afin de leur permettre d'être mieux intégrés dans la société. Le centre de Cheikh Zayed pour les enfants autistes constitue un espace adéquat permettant d'opérer une sensibilisation effective sur cette frange vulnérable de la société et leur fournir les moyens de bénéficier d'un suivi pédagogique. L'autisme est une maladie considérée comme étant un trouble neurologique caractérisé par des difficultés de communication et des comportements à caractère restreint et répétitif. Voilà donc pour cette célébration de la Journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. C'était aujourd'hui. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal en compagnie de nos envoyés spéciaux et de nos bureaux régionaux en Adrar et au Hod Sharqi. Première étape donc, Timbedra au Hod Sharqi, Timbedra qui était au centre de l'actualité ces derniers jours et pour cause puisqu'elle vient d'abriter la première édition de la foire nationale de l'élevage, sa première édition donc c'est une première. Une foire donc qui a vu une forte participation et d'intenses activités, tout ça dans le cadre de l'amélioration de ce secteur de l'élevage. Et parmi ces activités, 3 ateliers de réflexion sur différentes thématiques, toutes autour de l'élevage. C'est un compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux à Timbedra, Mokhtar Baba Ahmedou, dont le compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. La foire nationale de l'élevage a été ponctuée par l'organisation de plusieurs ateliers. Les participants aux journées de consultation étaient regroupés en 3 panels regroupant des experts dans le domaine du pastoralisme pour discuter des grands sujets et formuler des recommandations sur les plans de promotion des richesses animales à la lumière des décisions importantes annoncées par le président de la République. D'ailleurs, le ministre du Développement rural, Di Oulzen, a indiqué à cette occasion que le département travaillera avec les acteurs du secteur de l'élevage pour atteindre les objectifs de développement, ajoutant que les portes resteront ouvertes aux suggestions de développement. Pour les autorités, cette foire ne manquera pas d'avoir un effet positif sur la relance du secteur et encourager l'échange d'expérience entre les différents acteurs. Nous avons 3 sujets. Le premier sujet, c'est la promotion de l'élevage, intensification du système de transhumance. Comme vous savez, c'est un point qui est très essentiel et qui a un avenir promoteur. C'est pourquoi le ministre du Développement rural, ils ont pensé à ces 3 panels, à ces 3 sujets. Donc le deuxième est relatif à la valorisation, la transformation et la commercialisation. Donc, comme vous savez, nos produits, il faut les valoriser, il faut les commercialiser. Donc tout ça, il faut un marché. Et quand tu produis, il faut savoir comment produire. Mais quand tu produis, ça va, il faut que tu aies un marché. Il faut valoriser tes produits parce qu'il y a la concurrence. Et voilà, ce thème aussi, c'est le deuxième qui est vraiment l'essentiel. Donc tout ça, pour en résumer, on ne peut pas en tout cas évoluer tant qu'il y a des investissements.
Considérée comme le premier du genre dans le domaine, la Foire nationale de l'élevage est un outil efficace pour faire connaître un secteur concurrentiel par excellence. Dans un pays comme la Mauritanie, appuyer le secteur de l'élevage est fondamental à deux niveaux. D'abord, au niveau de l'élevage extensif, pour valoriser une région immense comme le Sahel, qui a la particularité de permettre la production d'un cheptel qui est dans un mode de fonctionnement le moins cher du monde, parce que les animaux et les familles qui s'en occupent se déplacent en fonction de la ressource. Nous avons aussi une autre préoccupation qui est la valorisation des bassins laitiers. Donc à ce moment-là, les techniques de culture sont totalement différentes par rapport à l'élevage extensif et par rapport à la valorisation du cheptel mauritanien, qui est un cheptel de qualité et qui produit et qui pourrait produire encore plus de lait pour fournir les laiteries et les transformations du lait en fromage, en yaourt, en lait pasteurisé, etc. Par ailleurs, les participants n'ont pas manqué de louer la tenue de ces rencontres pour identifier les obstacles et discuter des moyens à même de booster le secteur de l'élevage, dont l'objectif est de participer grandement au développement de l'économie nationale. Voilà les 3 ateliers thématiques qui étaient organisés à l'occasion de cette première édition de la Foire nationale de l'élevage, et ceci parallèlement aux expositions, 3 ateliers qui se sont achevés aujourd'hui, donc en même temps d'ailleurs que cette 3e édition qui s'est tenue à Timbedra, une édition qui était placée sous le patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'est lui-même d'ailleurs qui en a donné le lancement, c'était mercredi dernier, l'occasion pour lui d'annoncer d'importantes décisions dans le cadre de l'amélioration et de la promotion du secteur de l'élevage, des décisions qui ont été bien accueillies, comme l'a constaté, bien accueillies bien sûr par les populations locales, mais aussi à travers le pays. Donc, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Saïd Habib, dont le compte-rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. Dans son discours à l'occasion du lancement de la Foire nationale de l'élevage à Timbedra, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a annoncé plusieurs mesures pour la promotion de l'élevage. Mesures très appréciées par les éleveurs qui les considèrent une concrétisation de la stratégie nationale visant la valorisation de notre richesse animale. Parmi ces mesures, la mise en place d'un fonds de promotion du développement de l'élevage ouvrant la porte devant nos hommes d'affaires pour investir dans ce secteur dans le cadre du partenariat public-privé. Les populations du Hod el-Sharqi ont salué la décision du président de la République qui les considère susceptibles de promouvoir le secteur de l'élevage, le levier du développement de l'économie nationale. Certains citoyens ont insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle pour garantir la transparence et la bonne gestion des investissements alloués à ce secteur. Avant le commencement du compte à rebours pour la mise en œuvre du plan de développement de la richesse animale nationale, les éleveurs aspirent déjà à l'étape suivante, après la clôture de la foire de Timbedra, la première du genre dans la région. Voilà donc les échos à la déclaration du président de la République et l'annonce de ces décisions, notamment la création de ce fonds de soutien à l'élevage doté de 8 milliards d'anciennes ouguias et la création d'établissements publics, justement tout cela dans le cadre de l'amélioration de la recherche d'améliorer l'élevage et ses dérivés. Et puis toujours dans le cadre de cette foire, donc dans la première édition vient de se tenir, doit s'achever aujourd'hui à Timbedra, au Hod el-Sharqi, une foire qui a été bien visitée et une visite a tenu particulièrement l'attention, celle d'une des populations qui vivent avec un handicap. C'est un constat donc de l'un de nos envoyés spéciaux, Saïd Habib, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. La première édition de la Foire nationale de l'élevage a enregistré la participation des éleveurs et d'entreprises actives dans le cadre de la transformation des produits et dérivés de l'élevage. En plus de ces stands qui ont été érigés à ce titre, non loin des pavillons,
Des groupements féminins qui sont actifs dans la fabrication de produits artisanaux exposent des articles qu'elles ont conçus. C'est le cas de cette dame qui précise qu'elles ont fabriqué ces œuvres avec leurs propres mains. C'est leur gagne-pain, dit-elle. Elle demande par ailleurs l'appui des pouvoirs publics. Les personnes en situation de handicap ont aussi tenu à prendre part à cette première édition de la Foire nationale de l'élevage. C'est le cas de cette famille qui réside à Daligumba, aux environs de Timbedra. Chaque jour, ils se rendent sur place pour participer à cette foire de l'élevage. Cet habitant de Daligumba a affirmé qu'ils sont issus de ces localités où les habitants, dit-il, sont des non-voyants. Ils ont, précise-t-il, cette maladie héréditaire. C'est dans ce cadre, dit-il, qu'ils sont venus prendre part à cet événement afin que les participants soient au courant de leur situation. Grâce à cette activité, les habitants de Daligumba ont saisi cette opportunité pour faire état de leur situation sanitaire. Voilà, cette participation donc des personnes qui vivent avec handicap à la foire nationale de l'élevage. Cette foire, dont la première édition vient de se tenir donc à Timbedra et qui a été marquée, n'est-ce pas, par ces annonces du président de la République de création de ce fonds avec 8 milliards d'anciennes oublias ou encore la création de 2 établissements publics. Tout cela dans la recherche de l'amélioration, de la modernisation de l'élevage, des annonces en tout cas qui ont été bien accueillies. Vous avez entendu quelques-uns des échos à la suite de ces décisions annoncées par le président de la République. Nous quittons le Haut de Charpris pour le nord du pays, notamment pour l'Adrar. Eh bien, l'Adrar dont le Wali, on doit voir les images, les voilà. Ça, c'est le Wali de l'Adrar qui a entrepris aujourd'hui des visites dans certains services donc, pour s'informer sur l'assiduité, la ponctualité des travailleurs et que les gens soient au bureau à l'heure demandée. Ça, c'était aujourd'hui. Alors, dans quel cadre se situe cette visite? Que vise cette visite? C'est la réponse du Wali de l'Adrar. Suivant les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, et en application des instructions du gouvernement, nous avons auparavant tenu une réunion qui a regroupé l'ensemble des services régionaux de la wilaya. Et aujourd'hui, nous sommes en visite dans un certain nombre de services parce qu'au cours de cette réunion, il a été notifié au chef-service la ponctualité, le bon comportement, la bonne conduite vis-à-vis des populations. Comme vous le savez, l'administration doit être une administration de proximité au service des populations. Elle doit être à l'écoute et être capable de résoudre les problèmes auxquels font face les populations. À cet effet, au cours de cette visite et même au cours de la réunion, il a été demandé à tous les services de mettre en place un système de pointage de tous les personnels qui travaillent sous leur tutelle. Aujourd'hui, je suis sur le terrain pour vérifier tout ça et m'assurer qu'effectivement, les instructions qui ont été données ont été respectées à tous les niveaux et par tous les chefs-services. Le Wali de l'Adrar, à l'issue donc de la visite d'information, une visite surprise dans différents services de la wilaya pour donc s'informer sur l'assiduité et la ponctualité des travailleurs dans ces services. On va terminer ce journal par la page médicale actualité oblige, est consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Vous voyez les derniers chiffres, donc là-bas 17 guérisons, 26 nouveaux cas et Allah soit loué, 0 décès. Là, on va voir le cumul depuis le début de la pandémie, 17 904 nouveaux cas, dont 16 142 guérisons et malheureusement 449 décès. Ça, c'est la dernière évolution
l'évolution durant les dernières 24 heures, donc les chiffres enregistrés par les services du ministère de la Santé concernant l'évolution de cette pandémie de la COVID-19. Eh bien, c'est sur cette pandémie, sur cette évolution que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la cérémonie d'investiture du nouveau président du Niger en présence du président de la République, cérémonie qui s'est déroulée donc ce matin, bien entendu, à Niamey. Ici, c'est cette rencontre, ces entretiens entre le président de la République et son collègue sénégalais. C'était en marge de cette cérémonie, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations entre les deux pays frères. Et ici, c'est cet accord tripartite signé entre le ministère de l'Éducation nationale, le CSA, et TASOR, l'Agence nationale TASOR, et qui entre dans le cadre de l'amélioration de l'alimentation scolaire. Voilà donc pour les titres. Un autre rappel, bien entendu, ce sont les gestes barrières très efficaces vis-à-vis de la COVID-19, dont l'évolution actuellement a tendance à la baisse. Mais pour maintenir cette tendance, il faut respecter ces gestes barrières, à savoir rester chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez par nécessité, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. D'ailleurs qu'il faut refaire cette opération en revenant à la maison. Mais n'oubliez surtout pas votre masque et n'oubliez pas de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. N'oubliez pas non plus que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.